Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Un seul titre, Ziara 2016 à Donyumana, dans la commune de Safo, cercle de Kati. Venus des quatre coins du monde, des milliers de fidèles étaient présents pour témoigner de leur fidélité et leur sympathie au regretté Seyd Mohamed El Madani Haïdara. Le disparu aurait, durant sa vie, contribué au rayonnement de l'islam et à la droiture entre les hommes. C'est dans une atmosphère festive que les parents, amis et proches du regretté Seyd Mohamed El Madani Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, se sont retrouvés pour célébrer le 4e anniversaire de sa disparition. Objectif, témoigner de leur fidélité et leur sympathie à l'illustre disparu. Reportage Moussa Fomba et Ibrahim Koulibaly. Venus des quatre coins du Mali et du reste du monde, ils étaient des milliers de fidèles à converger vers la localité de Donyumana dans le cercle de Kati pour témoigner de leur fidélité et leur sympathie à l'illustre disparu qui, durant sa vie entière, aura contribué au rayonnement de l'islam, à la droiture entre les hommes. C'est une tradition du prophète Mohammed qui a l'habitude d'encourager les gens à faire une visite aux morts. Alors quelqu'un qui ne fait pas la visite aux morts ne peut pas se souvenir de son devenir, parce que ça nous permet de nous rapprocher de notre tombe. Et on dit généralement dans le jargon que quand on meurt, même tes amis et tes ennemis t'accompagnent jusqu'à ta tombe. Mais ils ne vont jamais s'enterrer avec toi. Ils ne vont pas s'enterrer avec toi, ils vont retourner. Mais quand ils retournent, ils peuvent t'oublier. Mais le fait de revenir chaque fois, ça fait qu'ils ont une mémoire de leur passé et de leur présent. Voilà, parce que le présent d'aujourd'hui sera le passé de demain. Nous sommes très comblés par, en tout cas, la taille même vraiment de l'événement. Parce que c'est un événement. Le Ziara est un acte d'adoration qui consiste en tout cas à prier le bon Dieu pour le repos éternel de l'âme, en tout cas des saints se trouvant ici. Mais aussi, nous sommes là également pour prier le bon Dieu pour que le bon Dieu puisse faire en sorte que, en tout cas, nos vœux soient exaucés à cause de ces saints-là. Lui, c'est le représentant de la gendarmerie et celui-là, c'est le représentant de la police. Donc, il y a les trois forces sur le site. Nous avons amené un dispositif très conséquent pour sécuriser l'ensemble du personnel qui se trouve ici. Ça, il n'y a pas de problème. Depuis 6 heures, nous sommes à pied d'œuvre. On a amené tout ce qu'il faut pour maintenir pour la quiétude et la sécurité de toute la population. Alors, pour le moment, aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une sensibilisation en amont. Parce que depuis que nous sommes venus, on n'a pas rencontré de difficultés. Nous sommes là, nous appuyons la sécurité locale. On est là, on les appuie. Mais depuis que nous sommes venus, ils ne nous ont pas fait de cas d'indiscipline. Donc on est là, on les assiste. Si ça ne va pas, on intervient. Mais pour le moment, tout se passe très bien. Aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend point le nombre des ans, a-t-on coutume de dire. Seyd Mohamed El Madani Haïdara, selon ceux qui l'ont connu et côtoyé, était un modèle à suivre, aussi bien de par son comportement que son dévouement pour un islam authentique à travers ses prêches. Définitivement, la leçon qu'on doit tirer, c'est de suivre le bon exemple. Le fils qui est couché ici, que je connais, que j'ai eu la chance de connaître, a été un exemple pour la jeunesse malienne. Autant dans son comportement que dans les prêches. J'ai eu la chance d'assister aux condoléances que les chefs religieux protestants étaient venus présenter au guide à l'occasion du décès de ce jeune homme. Leur recommandation qui a retenu mon attention, c'est de multiplier, conserver et multiplier la cassette de ces dernières prêches lors de Mawlud qui a précédé son décès. Dans ces prêches, il ne parlait que des valeurs morales. Le comportement qui sied à un jeune musulman pour être un enfant béni. Un jeune musulman
qui doit se sentir responsable, qui doit comprendre qu'il est l'avenir de sa famille, de son village et de son pays, et l'avenir de l'humanité. Nous avons eu la chance de connaître ce jeune qui a poussé ici. Par ses bons comportements, ce qui a retenu notre attention, ce sont son bon comportement. Ce n'est pas seulement la prêche qu'il faisait, mais son comportement. Il avait un comportement qui avait valeur d'exemple. C'est pour moi une journée de satisfaction. Ici, à Donyumana, repose désormais Madame Haïdara Bafouné Traoré, épouse de Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansar, et ses deux fils, Seyed Mohamed El Madani Haïdara et Seyed Mustafa Haïdara. Puisse Allah veiller sur leurs âmes. La secrétaire d'État adjointe des États-Unis chargée des affaires africaines était en visite dans notre pays, une visite de 4 jours qui l'a permis de rencontrer le Premier ministre ainsi que le secrétaire général de la présidence. Sa visite s'est achevée ce dimanche par un point de presse. Reportage Amadou Diarra et Samba Traoré. Dès l'entame de ses propos, Linda Thomas-Greenfield, sous-secrétaire américaine chargée des affaires africaines, a tenu à remercier les autorités maliennes ainsi que la population tomboxienne pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. La visite de ce cadre supérieur avec une riche expérience de plus de 30 ans au service de la diplomatie américaine se traduit par une réelle volonté du soutien des États-Unis, considéré comme l'un des partenaires privilégiés du Mali. J'ai eu l'occasion de rencontrer pendant mon séjour plusieurs hautes autorités de ce pays, ainsi que d'autres leaders et plusieurs personnalités de très haut rang de votre dynamique société civile. Particulièrement, plusieurs femmes leaders très impressionnantes. Pendant toutes mes rencontres, j'ai souligné que les États-Unis sont engagés dans le processus de paix et nous croyons que le Mali doit retrouver la paix afin d'atteindre tout son potentiel. De son arrivée au poste de secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines en 2013 jusqu'à nos jours, les États-Unis ont consenti plus d'1 milliard de dollars aux différents programmes d'assistance et d'aide au développement dans des secteurs multiformes au Mali, preuve d'un partenariat fécond entre les deux pays. J'aimerais vous rassurer qu'en ce qui concerne le développement, et comme je l'ai dit dans mon introduction liminaire, les États-Unis sont le plus grand contributeur bilatéral au Mali. Et je vous ai dit que nous avons contribué pour plus de 1 milliard de dollars dans nos différents programmes d'assistance et de développement au Mali. Nous avons un programme très robuste de développement et l'USAID ici, qui est notre bras pour le développement, est là et met en œuvre la plupart de nos programmes. Justement, une des raisons de ma visite à Tombouctou hier, c'était d'aller visiter certains programmes que nous avons mis en œuvre là, des programmes en direction des femmes, des programmes en direction des jeunes, et voir comment est-ce que ces programmes marchent, parce que ces populations, comme vous le savez, elles sont vulnérables. Je vous remercie. Au cœur des échanges avec les confrères de la presse nationale, plusieurs sujets allant de l'appui des États-Unis pour le volet sécuritaire, la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, en passant par les questions sur le retour des réfugiés maliens, jusqu'à la contribution des États-Unis pour la réhabilitation du patrimoine culturel en péril. Comme je l'ai dit tantôt, je sais que plusieurs citoyens maliens n'ont pu voter dû aux conditions sécuritaires dans la région qui n'ont pas permis une tenue de ces élections. Ceci est justement une raison de plus pour que le gouvernement du Mali doive s'engager à fond pour la mise en œuvre de l'accord de paix, y compris une résolution très rapide de la question des autorités intérimaires. C'est aussi la raison pour laquelle tous les groupes armés dans les régions où les élections n'ont pu être possibles, ces groupes donc doivent renoncer à la violence et à la corruption et honorer leur engagement à l'accord de paix. La paix est possible au Mali, mais cela va requérir l'engagement de toutes les parties prenantes et surtout sous le leadership sage et fort du gouvernement malien. Ce point de presse est occasion opportune de poser des questions qui taraudent tant l'esprit des Maliens par rapport à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, à savoir l'aide américaine en faveur du développement au Mali va-t-elle s'accroître ou au contraire sera réduite? Je m'attendais à cette question et je comprends très bien qu'on est dans une phase de transition, passer d'une administration à une autre, mais ce que je vais vous dire, c'est que l'assistance des États-Unis
vis-à-vis de l'Afrique a un support bipartisan. Aussi bien les démocrates que les républicains ont toujours soutenu les programmes en direction de l'Afrique et un soutien très fort. Évidemment, s'il y a un changement d'administration, il peut y avoir un changement de priorité. Mais cela ne diminuera aucunement l'importance de l'assistance qui sera donnée. Je peux d'ailleurs vous citer quelques exemples. Nous savons qu'il y a des anciens programmes qui ont commencé avec certains présidents et qui ont continué avec d'autres. Je m'avais cité le programme AGOA qui a commencé avec le président Clinton ou le programme MCC qui a commencé avec le président Bush. Et tous ces programmes, tous ces anciens programmes ont continué avec les nouvelles administrations. Évidemment, il y a de nouveaux programmes qui seront initiés, mais je peux vous assurer que toutes ces initiatives-là seront là et seront maintenues. Le Mali étant un pays de migrants et de confession religieuse en majorité musulmane, les États-Unis vont-ils limiter l'accès de leur pays aux musulmans avec l'arrivée du nouveau président? Pour ce qui est de la question qui vous taraude l'esprit sur la migration, eh bien, vous savez très bien que les États-Unis est un pays de migrants, ou de migrants qui sont là, et nous avons également une forte population musulmane aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a une certaine rhétorique pendant la campagne, et donc on verra bien, mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis ne vont pas fermer délibérément l'entrée des musulmans, et les Maliens ne doivent pas avoir peur de ne pas pouvoir accéder aux États-Unis, tout simplement parce qu'ils sont musulmans. Cette grande rencontre cordiale avec les journalistes maliens s'est achevée par une révélation anecdotique de cette grande experte des questions africaines. Il se pourrait bien qu'elle soit d'origine malienne. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 5 décembre la journée mondiale des volontaires, occasion pour le 3e contingent des volontaires nationaux de prêter serment. C'était à la faveur ce lundi d'une cérémonie placée sous la haute présidence du Premier ministre Modibo Keïta. Reportage Amadou Kamara et Samba Traoré. La journée internationale des volontaires présente une opportunité pour les volontaires et organisations de volontaires de célébrer leurs efforts et de partager leurs expériences. Il s'agit là de travailler ensemble sur des projets afin de promouvoir leurs contributions tant au niveau de leur communauté qu'auprès des organisations non gouvernementales. Et les volontaires depuis des années, depuis les premières heures de l'indépendance, les volontaires américains, les volontaires français, les volontaires du progrès et même les volontaires maliens sont partout au pays pour apporter leur soutien et leur assistance technique aux populations les plus démunies. 2 ans, c'est la subvention de l'État, du gouvernement malien qui nous donne une subvention pour recruter juste 100 volontaires. Mais en marge de ça, comme vous l'avez vu, j'ai signalé tout de suite, on négocie des programmes et des projets en sous-traitance. C'est ainsi qu'avec le programme FIER, formation, insertion des jeunes ruraux, que nous avons négocié un contrat qui mobilise 120 volontaires, 60 femmes, 60 hommes, et qui vont travailler en milieu rural pour aider les populations rurales. Le secrétaire général a voulu honorer cette journée, comme d'habitude. C'est une journée spéciale, une journée qui marque aussi le rappel des conflits à travers le monde, mais aussi l'épanouissement du monde. Et il a voulu donner son message en rappelant le rôle des volontaires et combien louable et combien cette journée est exaltante pour toutes les personnes de bonne volonté qui veulent s'adonner à l'action de l'humanité et s'entraider mutuellement. Cette cérémonie de présentation des serments du 3e contingent des volontaires nationaux a été célébrée devant le Premier ministre conformément au décret numéro 2014 du 14 février 2014 portant modalité d'application et institution du volontariat national. Le volontariat sous sa forme actuelle est rentré dans la tradition malienne depuis les années 1996 avec l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'appui à la lutte contre la pauvreté par le volontariat. C'est le lieu de féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué au succès de ce projet novateur. Ces félicitations s'adressent aussi et surtout à vous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour votre touche imprimée à la formation des contingents de l'éducation de base tenus au service national des jeunes. Chers jeunes volontaires, à partir de cet instant et à la suite de votre prestation de serment, vous êtes considérés comme des porte-drapeaux des valeurs
de citoyenneté, de solidarité et de don de soi. Aujourd'hui, grâce au volontariat, chacun peut influer sur le programme de développement durable en mobilisant et en engageant les gouvernements et la communauté. La mise en place du Centre national de promotion du volontariat procède d'une volonté politique visant à améliorer l'emploi des jeunes. En effet, le volontariat permet aux jeunes diplômés d'acquérir leur première expérience professionnelle. Pour notre part, nous percevons le volontariat comme une stratégie de mise en œuvre des projets et programmes du gouvernement dans un esprit participatif, fondé sur le souci de réaliser le progrès socio-économique des communautés. Enfin, vous trouverez dans votre mission que le Mali, certainement dans les confins, ne compte pas beaucoup d'hommes instruits, mais vous trouverez partout des hommes cultivés dans notre pays. Être cultivé, ça ne veut pas dire que vous avez pris d'assaut les universités du monde. Ça veut dire tout simplement que vous savez être avec les autres. Ça veut dire tout simplement que vous savez valoriser l'humain dans l'homme. Je pense que quand on est volontaire, on se souvient, je veux, donc je peux. Je peux, donc je le fais. Bonne chance, chers volontaires. Cette année, la cérémonie de prestation des serments des volontaires revêt un caractère particulier car elle marque le point de départ des festivités consacrées à la célébration de la Journée internationale des volontaires. Cérémonie d'ouverture du Forum international des Tidjani du Mali, thème la place et le rôle de la femme dans la Tariqa Tidjania et son impact sur la paix sociale. C'était le week-end dernier au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Ce forum international organisé par le Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqa Tidjania a pour thème la place et le rôle de la femme dans la Tariqa Tidjania et son impact sur la paix sociale. Ce forum va permettre aux femmes pratiquantes de se familiariser avec le contexte actuel afin de jouer pleinement leur rôle. La tenue du présent forum, du premier forum international des femmes adeptes de la Tariqa Tidjani du Mali, s'inscrit dans le cadre des activités du Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqa Tidjani, CONFENAT. Le CONFENAT est une association religieuse à but non lucratif. Son objectif principal est de fédérer tous les soufis et de contribuer au renforcement des rapports de compréhension entre tous les musulmans, en particulier, et à la pacification du climat social en général. Ces moyens d'action sont l'éducation, la formation et l'information. Excellence, Madame la représentante de la Première Dame, les femmes musulmanes du Mali sont très honorées par votre présence parmi nous. Et je viens de le découvrir, vous êtes vous-même adepte de la Tariqa Tidjani. Et nous sommes reconnaissants pour votre inestimable accompagnement. Honorables invités, les femmes musulmanes du Mali en général et les femmes Tidjani en particulier apprécient hautement l'honneur qui vous leur est fait en répondant à leur invitation. Que vous en soyez tous remerciés. À ce titre, les femmes Tidjani musulmanes du Mali conscientes de la place et de leur rôle dans la société à prédominance musulmane ont très vite vu la nécessité de s'organiser et d'unir leurs forces. Élément de réconciliation, de pardon, de paix et d'amour, simplement, c'est de vous inviter, en tant que ministre des Affaires religieuses et du culte, à vous faire sienne, femmes Tidjani, des valeurs qui ont été les valeurs des femmes de valeur de l'islam, en l'occurrence, nos mères épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela. Et en cela, de vous approprier cette sourate qui vous demande d'être des femmes qui sont à la maison, qui ne sortent pas, qui ne se promènent pas, à la maison pour s'occuper du foyer, à la maison pour éduquer l'enfant, à la maison pour orienter,
d'être ces femmes qui est demandé, lorsque vous parlez à l'autre qui n'est pas votre époux, de ne pas lui parler avec un vocable de plaisance, d'élégance, mais plutôt d'indifférence. Car en vous, ne créez pas dans le cœur de l'autre quelque chose qui peut être tentant. Donc d'être des femmes qui ne sont femmes dans l'élégance, dans la coquetterie que pour leur époux. C'est cela, lorsque vous renforcez, vous tranquillisez le mari, vous créez déjà la paix dans la famille. Et c'est le mari de la femme croyante, pacifié, avec un bon cœur de paix chez lui, qui sort pour aller à la rencontre de l'autre, dont aussi l'épouse a fait la même chose, et que vous créerez une communauté de maris croyants, de maris au cœur pacifié. C'est ce qui vous est demandé par le Coran. C'est ce qui vous est demandé d'être large. Ce forum est donc un bel exemple de coopération culturelle entre les deux pays. À présent, l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Ousmane Sougouri. La transition politique est en marche en Gambie. Le président gambien élu Adama Barrow a mené samedi des consultations avec des acteurs politiques et diplomates. C'est une nouvelle page qui se tourne pour ce pays de 2 millions d'habitants. Depuis 22 ans, Yahya Jammeh régnait sans partage sur la politique gambienne. À la surprise générale, il a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle du 1er décembre. L'ex-chef de l'État reste silencieux et personne ne sait vraiment où il se trouve. Pourtant, dans leur grande majorité, les Gambiens attendent qu'il rende des comptes, notamment toutes les familles qui ont souffert du régime. Hasard du calendrier, c'est ce lundi que devrait se tenir le procès en appel d'Ousseynou Darbo, le leader du Parti démocratique unifié, PDU, le principal opposant à Yahya Jammeh durant les 22 ans de son règne. Avec le changement de pouvoir, ses proches espèrent sa libération. Le chef de l'opposition ghanéenne, Nana Akufo-Addo, a accordé ce lundi une interview à la presse, dans laquelle il est revenu sur certaines grandes lignes de son programme présidentiel. Le candidat, 2 fois perdant au présidentiel de 2008 et 2012, compte mettre en valeur des atouts économiques de son pays, notamment en misant sur le volet industriel. Le chef de l'opposition ghanéenne a aussi tenu à s'attaquer à l'impunité, prévenant que si nous sommes sérieux dans le maintien de la paix au Ghana, il est important que les violences perpétrées par les membres du parti au pouvoir soient jugées conformément à la loi. Il promet de s'attaquer au chômage des jeunes, véritable épine dans le pied de son adversaire au pouvoir. Pour ce faire, l'homme de 72 ans entend se concentrer sur la création d'emplois, en diversifiant une économie largement dépendante des matières premières. Il a aussi l'intention d'alléger les taxes dans le secteur privé pour encourager les investissements. Pas de relax ni de réduction des peines pour Pascal Simbi Kamwa. La justice française a confirmé la condamnation à 25 ans de prison ferme de l'ex-capitaine de l'armée rwandaise pour son rôle dans le génocide au Rwanda en 1994. Le verdict a été rendu samedi dans un procès en appel qui a duré 6 semaines. Mais la défense n'a pas abdiqué. Dès l'annonce de la sentence, elle a fait savoir qu'elle allait se pourvoir en cassation, dénonçant une décision, je cite, torchée et bâclée. Pascal Simbi Kamwa a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle en 2014 par un tribunal parisien. L'ex-officier rwandais a été reconnu coupable de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Il est notamment accusé d'avoir organisé des barrages routiers au passage, livré des armes aux miliciens et ordonné l'exécution des Tutsis à Kigali. Pascal Simbi Kamwa est le premier Rwandais à avoir été jeté en France en lien avec le génocide rwandais qui a fait plus de 800 000 morts en 1994. C'est ouvert ce lundi dans la capitale sénégalaise le forum informel sur la paix et la sécurité en Afrique. Il réunira durant 2 jours experts, chercheurs, militaires et responsables politiques ou membres de la société civile autour des thèmes de l'extrémisme violent et de la gestion des espaces africains. Le forum est cofinancé par une vingtaine d'entreprises de défense de sécurité françaises et européennes. Selon les organisateurs, ce forum est avant tout un moment d'échange et de réflexion
il n'y a aucune résolution ni déclaration politique à attendre à l'issue. Sport, les Aigles du Mali ont été battus en finale de la 7e édition du tournoi UEMOA le mai 2016 par les Lions de la Teranga, une victoire qui permet à l'équipe sénégalaise de remporter ce trophée sous-régional pour la 3e fois. Youssouf Koulibaly. C'est à un match fermé qu'on a assisté entre Sénégalais et Maliens durant le bouquet final de la 7e édition du tournoi de l'UEMOA. Visiblement diminués par les rencontres antérieures de la compétition, les 22 acteurs n'ont pas servi le football habituel qu'on leur connaît. Les Maliens, qui ont bénéficié d'un séjour de repos de plus que les Sénégalais avant cette finale du 3 décembre 2016, se sont montrés les plus frais, aussi bien sur le plan physique que technique. Ils ont ainsi dominé en termes de nettes occasions la première partie, sans toutefois trouver le chemin des filets. Moussa Djenepo, côté Mali, s'est révélé le meilleur joueur de la partie au regard de ses accélérations vives et persiflugurantes. Aliou Badje, attaquant sénégalais, s'est efforcé de donner une réponse du berger à la bergère, mais a souvent été sévré de bons ballons. En seconde mi-temps, le Mali met le pied sur l'accélérateur. Contre le coup du jeu, l'agile Aliou Badje, sur une remise suite à un corner à la 78e minute, ouvre le score. Cette ouverture a relancé les offensives maliennes. Elles seront de nouveau vaines, malgré les efforts répétés de Sékou Diarra et de Mamadou Sangari. Les Aigles multiplient les actions sans trouver la faille. Les Maliens ne reviendront ainsi jamais au score, en perdant leur 3e finale dans l'histoire de ce tournoi. Les Sénégalais deviennent, à l'issue de cette finale, l'équipe la plus titrée dans cette coupe zonale, avec 3 trophées. En plus de leur couronnement, ils ont reçu 5 millions de francs CFA. Le trophée Fair Play est revenu au Togo, pays organisateur. Aliou Badje rentre sur Dakar avec le titre de meilleur buteur de la compétition avec 4 buts inscrits et un prix de 1 million de francs CFA. L'équipe sénégalaise termine par ailleurs cette coupe régionale avec un goal différentiel de plus 7 et fait office de la meilleure défense, tout comme le Mali de ce mini-championnat avec un but encaissé contre le Burkina Faso. Joseph Koto, coach du Sénégal, devient aussi au terme du rendez-vous de Lomé le seul entraîneur à avoir enlevé ce tournoi à 3 fois. Page noire de cette édition, notre pays vient de perdre un de ses plus grands comédiens. Tenema Sandogo, alias l'accident Kenekaraba, est décédé ce dimanche à l'âge de 53 ans. L'accident était un élément important du groupe Nyogolon. Il était aussi très sollicité dans les publicités à la télévision nationale. La levée du corps a eu lieu ce lundi à son domicile. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, que son âme repose en paix. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.